Les éditions Tellem présentent un enregistrement intégral de Quelques rendez-vous confidentiels du hasard, lu par Zachary Fall. Laissons le choix au hasard, cet homme de paille de Dieu. Marguerite Yourcenar, Le lait de la mort. Le hasard est le plus grand romancier du monde. Pour être fécond, il n'y a qu'à l'étudier. Honoré de Balzac, La comédie humaine. Chartres, presque par hasard, un joli samedi après-midi d'automne. Alexis Téméré, tout juste 33 ans, conseiller en gestion de patrimoine dans une prestigieuse et discrète banque privée, spécialiste des avoirs supérieurs à 5 millions d'euros mais inférieurs à 10 millions d'euros, s'impatientait un peu. Néanmoins, il avait décidé de la jouer cool. Après tout, il s'agissait de l'anniversaire de Margot, sa compagne. Elle avait eu 30 ans 2 jours auparavant, et c'est une date qui marque. À court d'idées de cadeaux, hormis l'éternel flacon de son parfum préféré, Alexis n'avait pas eu trop envie de chercher, d'autant qu'il redoutait de se planter. Il lui avait donc proposé de choisir la sortie de son choix qui l'avait passablement surpris. Chartres, sa cathédrale, son émouvant quartier historique, ses petites rues pavées, son centre international du vitrail qui exposait, entre autres, de purs bijoux des maîtres verriers de la Renaissance, et un excellent restaurant étoilé. Il s'était préparé à « chouette, on passe la journée à Londres, Berlin, Barcelone, etc. On y va plutôt un samedi, le shopping, chérie. » La capitale de la Beauce n'avait pas un instant traversé l'esprit d'Alexis. Gros avantage à ses yeux, c'était moins loin de Paris et on s'évitait l'attente sur le quai de l'Eurostar ou les embouteillages jusqu'à l'aéroport. Grosse cerise sur le gâteau, il s'épargnerait le shopping qui, avec Margot, virait à la discipline olympique, avec tout ce que cela peut sous-entendre d'entraînement, de souffle et de pugnacité, sans oublier une carte bancaire Premier Gold ou mieux, Visa Infinite. Là, hormis une torréfaction, et il n'en avait plus vu depuis son adolescence, la corvée magasin avait été presque légère et indolore, financièrement parlant. Alexis s'était vaguement interrogé. Pourquoi cette lubie pour Chartres ? Margot était parisienne jusqu'au bout des ongles. Les champs de céréales à perte de vue, surtout moissonnés, avaient tout pour la pousser vers la déprime. Et son engouement pour l'architecture se limitait à la Fondation Cartier, à Saks Fifth Avenue, à Harrods ou à la pyramide du Louvre. Il s'était enquis de la raison de l'intérêt soudain de sa compagne pour la ville, certes fort belle. Assez étonnante de la part d'une chopeuse modeuse effrénée et increvable une fois lâchée dans un grand magasin. Ces explications l'avaient laissé dubitatif. À 30 ans, il était temps qu'elle se cultive davantage, découvre les merveilles du patrimoine français, et un peu de spiritualité ne nuisait pas. Or, Notre-Dame de Chartres et son labyrinthe étrange, incrusté dans le sol, étaient réputés sécréter une sorte de ressenti mystique de la vie de tout le monde. Bien. Alexis ignorait qui était tout le monde et doutait que la cathédrale en question fasse partie des conversations habituelles des copains, copines, collègues de Margot. Elle bossait dans une start-up talentueuse, spécialisée dans les trends, qu'il s'agisse de mode alimentaire ou vestimentaire. Leur discussion fiévreuse tournait plutôt autour de qu'est-ce qui pourra remplacer le kale lorsque tout le monde se rendra compte que, sauf à le cuisiner avec des lardons et de la graisse d'oie, il n'y a pas de quoi fantasmer. Ou comment remettre le talon bobine au goût du jour en espérant que toutes les femmes changeront de chaussures. Après tout, Chartres. Pourquoi pas ? Il ne devait jamais apprendre qu'Eugénie de X, la bosse de Margot, que tous adulaient dans la boîte tant elle leur semblait la quintessence du must be, must have, must do, s'était prise d'une passion récente mais dévorante pour la Beauce. Non, parce que franchement, Bali, Tokyo, Singapour, Calcutta, Los Angeles et même Saint-Barth, c'est peuple maintenant. Eugénie avait senti que lorsqu'elle lâchait « Je suis partie à Bali avec 3 t-shirts et 2 bermudas afin de me réapprendre, de revendiquer mon énergie », c'était désormais un peu plat, convenu, plus du tout trendy quoi, du moins dans son micro-monde. En revanche, lorsqu'elle déclarait « J'ai parcouru le labyrinthe de la cathédrale presque en aveugle, guidée par une sorte de force, en paix. J'ai eu le sentiment d'une main invisible et bienveillante qui m'encourageait. Une expérience à la fois déstabilisante et très précieuse. »
Tous la considéraient avec une immense curiosité. Quelle destination originale, exotique presque! Margot avait donc décidé d'imiter Eugénie. Déambuler dans le fameux labyrinthe ne lui avait pas procuré de sensations particulières, ni déstabilisation, ni force intérieure, mais au moins pourrait-elle relater l'expérience dès le lundi. Après l'excellent déjeuner, dans un cadre élégant, moderne, décliné des restaurants branchés de Londres ou de New York, ils avaient opté pour une petite balade dans la vieille ville. Un panonceau scotché sur le portail de l'église Saint-Aignan, élevé non loin de la cathédrale, annonçait qu'une vente aux enchères ouverte à tous battrait son plein en ce samedi après-midi. Margot s'était enquise. « Tu veux qu'on y assiste ?»« Bof, les vieilleries provinciales de la grand-tante ou de l'arrière-petit-cousin. » De fait, ils venaient de redécorer leurs 3 pièces en version Hygge, prononcé Hygge, à la danoise. Sobre, chic, minimaliste, mais confortable. Le Hygge, qui signifie bien-être, est davantage un mode de vie, une façon positive et amicale de voir le monde, qu'un style d'ameublement. Bref, une suite de petits bonheurs qui ne s'achètent pas. D'accord, mais ça leur avait quand même coûté un bras, jusqu'au tapis rose poudré en grosses mailles de tricot. Les seules décorations murales tolérées par Margot pour ce relooking se limitaient à des dream catchers, ces attrape-rêves Ojibwe, censés filtrer les cauchemars pour ne relâcher que les rêves aimables. Alexis Téméré admettait qu'elle en avait déniché des très jolis, terminés de plumes ou de feuilles découpées dans du bois fin. De plus, la légende était charmante. Si le télescopage entre le Danemark et l'artisanat amérindien pouvait surprendre, le résultat se révélait chouette. Un caprice météorologique devait bouleverser leur projet. Le ciel très dégagé s'était couvert et de gros nuages gris s'amoncelaient, poussés par un vent paresseux. Les premières gouttes s'étaient écrasées sur leurs manteaux. Ils étaient entrés dans l'église. Peu de potentiels acheteurs s'y trouvaient. Margot et Alexis avaient opté pour le dernier rang de sorte à ressortir dès l'averse finie, sans déranger l'assistance. Alexis Téméré s'impatientait donc. Les mises aux enchères se succédaient sans aucun intérêt. Il échangeait parfois des regards amusés, consternés avec Margot, tendant l'oreille, guettant la fin de la pluie. L'église Saint-Aignan, sise dans la paroisse des comtes de Blois et de Chartres, érigée vers l'an 400, avant plusieurs incendies et reconstructions, était belle mais très sombre. Flottait dans l'air une odeur de poussière et de cire froide. Les crieurs et commissionnaires bénévoles, installés derrière une longue table en bois presque noire, annonçaient les lots avec une indiscutable énergie. Une dame d'une petite 60aine d'années, au carré blond, vêtue d'un tailleur pantalon bleu marine, lançait les offres avec une jovialité très Girl Scout, qui ne semblait pas feinte. Je vous rappelle que tous ces objets, livres et toiles, nous sont généreusement offerts par les amis de la paroisse. La somme réunie servira à la nécessaire réfection de notre chère vieille église. Ah, voici un lot de plaques émaillées publicitaires, très mode. Mise à prix 40 €, qui dit mieux? Elle brandit une improbable publicité pour Picon, une autre agréable pour des petits beurres lus, et une fort sympathique pour des vélos Michelin, décorés du fameux Bibendum. Margot se pencha vers Alexis et murmura « Des répliques ». Elles partirent quand même à 50 €. La dame embraya d'un ton ravi. « Alors là, mesdames et messieurs, nous avons une petite merveille, et je suppute que vous serez nombreux à la convoiter. Un ensemble de 10 pièces de macassar, fait main en fil d'Écosse. » « C'est quoi un macassar ?» grommela Alexis. Margot plongea aussitôt vers son smartphone et expliqua dans un souffle. « Un bois exotique cher qui ressemble à l'ébène, très en vogue durant l'ère victorienne. Non, attends. Ah, je connaissais pas ce mot. On crochetait des napperons en dentelle afin de protéger les accoudoirs des meubles en macassar ciré parce que ça tachait les vêtements. En fait, ça s'appelait des anti-macassars et l'anti a disparu. »« Oh, qu'est-ce que c'est ringard !» geignit-il d'une voix étouffée. Du reste, les œuvres en fil d'Écosse n'eurent aucun succès. Un peu dépitée, la commissaire-priseuse improvisée passa vite à un autre article. Enthousiaste à son habitude, elle déclara « Je sens que beaucoup de gens vont s'arracher cette petite huile étonnante. Très jolie facture. La signature est partiellement illisible. Cela commence par Albert M. Il s'agit d'un enfant de troupe en uniforme, je ne sais pas au juste de quelle époque,
L'homme installé à sa droite lui murmura quelque chose à l'oreille. Ah, selon notre bon ami Jean-Pierre, le tableau qui représente un enfant de troupe daterait de la fin du 19e siècle. Sans certitude, n'est-ce pas? L'œuvre mériterait d'être nettoyée, mais encore une fois, elle est vraiment réussie. Mise à prix 120 €, et je vous assure qu'elle les vaut amplement. Moi-même, je suis tenté. La dame blonde leva la toile au-dessus de sa tête. En effet, de dimension modeste, peut-être 20 cm sur 25. D'où ils étaient, Alexis et Margot ne voyaient pas grand-chose. Une tache blanche au milieu de noir ou de bleu marine. Margot se redressa d'un mouvement brusque et traversa la nef pour se rapprocher du transept où avait été poussée la longue table d'enchères, accompagnée par le claquement sec de ses talons d'escarpin, amplifié par l'excellente acoustique de l'édifice. Elle fit un petit geste amical à la dame blonde, lui adressa quelques mots qu'Alexis n'entendit pas, puis elle revint au pas de charge vers lui et souffla « Je la veux. S'il te plaît, tu me l'offres ? À part une demi-livre de café kényan à l'atelier de torréfaction, je n'ai rien acheté. S'il te plaît, Alexis. Elle est mignonne comme tout, cette huile. Très sobre, ça ira parfaitement entre les Dreamcatchers. Ça introduira une note style shaker, même si c'est franco-français. Je le sens très bien avec le Huga. » En plus, Margot était certaine qu'Eugénie de X allait adorer cette histoire d'averse, d'église, de vente aux enchères improbables et d'enfants de troupe. Elle adressa à Alexis cette moue charmante et faussement désolée à laquelle il ne résistait pas. Il pouffa et décida « jusqu'à 400 €, pas au-delà ». D'autres personnes s'étaient approchées de la table pour examiner la pièce. L'église parut s'animer enfin. Les offres se multiplièrent, progressant de 10 € en 10 €. Pas Christie's, loin de là. Cependant, un réel engouement devenait perceptible. Margot se tenait raide, debout, déterminée à obtenir le tableau. Elle renchérissait d'un ton préemptoire dans la seconde, pour l'amusement d'Alexis. La dame blonde, aux anges tant elle pensait à la réfection de Saint-Aignan, rappelait les offres. 380. Ah, 390 à ma droite. Oui, 400 juste devant moi. Qui dit mieux? Non? Vraiment? Dernier appel, hein? Une fois. Margot, dépitée, se laissa choir sur sa chaise et baissa la tête. Ses cheveux châtain clair balayèrent son visage. Alexis leva le bras et déclara d'une voix forte « 500 €. Ah, merci. Ce monsieur tout au fond. J'ai 500 €. Qui dit mieux? Une fois? Deux fois? Qui dit mieux? Nous en sommes à 500 €? Non? Adjugé. » Un truc imparable dans une petite vente aux enchères. Faire monter très vite l'offre. Ça déstabilise et, le temps que les clients potentiels réfléchissent et réagissent, l'objet convoité vous revient. Margot se laissa aller contre Alexis, ses mains cramponnées au revers du col de son pardessus. Elle murmura « Je t'aime. Tu es trop génial. » « Bien sûr, plaisanta-t-il en lui embrassant le haut du crâne. Joyeux anniversaire, chérie. » Durant le voyage du retour, Margot lui offrit ce qu'il nommait des mines de chatte. Il adorait cela. Elle fermait les paupières, souriait ou serrait les lèvres et émettait par instants d'étranges ronronnements de gorge qui filaient des frissons à Alexis. Elle étendait ses jambes sous le tableau de bord, caressait ses genoux en expirant avec lenteur, bouche entr'ouverte. Il se concentra avec peine sur sa conduite. La soirée serait chaude, pour ne pas dire cul. Margot aimait le sexe, comme lui. Rien ne le mettait de meilleure humeur. Si, peut-être un juteux investissement pour lequel il s'était montré plus malin que les autres. Le grand rêve d'Alexis était de coiffer au poteau Guillaume, un mec sympa qui avait obtenu la clientèle de leur banque dont le patrimoine dépassait 10 millions d'euros. Alexis était certain d'être meilleur que lui. Mais Guillaume, sa calvitie naissante et ses kilos en trop rassuraient. Bon, il y penserait plus tard. Pour l'instant, une chose comptait. Margot et la façon dont il allait la déshabiller dès la porte de leur appartement refermée. Sans doute de façon assez virile. Il avait totalement oublié l'enfant de troupe, la petite huile enveloppée dans du papier craft allongée sur la banquette arrière de la citadine. Le lendemain, un dimanche pluvieux. Il était presque 11 heures lorsque Margot lui chatouilla les doigts de pied afin de le réveiller. Elle avait posé un grand plateau de petit déjeuner à l'autre bout du lit et le contemplait en souriant, vêtu d'un kimono de soie gris tendre entr'ouvert. Alexis téméré émergea d'un sommeil de plomb.
La seule chose intelligente qu'il trouva à dire fut « On avait des croissants ?» Non, je me suis habillé pour foncer chez le boulanger. Et je me suis redéshabillé, sait-on jamais. C'était géant, chérie. Ah, vraiment. J'ai des petites courbatures, mais pas tant que ça. Enfin, je veux dire qu'une autre séance ne serait pas pour m'intimider. Au contraire. Ça me semble un excellent programme. Je vote pour. D'abord les croissants. Je meurs de faim. Alexis dévora. 2 heures plus tard, ils se levèrent et il fila sous la douche. Étrange. Alors que le sexe lui semblait la chose la plus saine, la plus vitale, cruciale qui soit, il détestait prendre une douche avec son amante. Il s'agissait selon lui d'un moment d'intimité, pas forcément élégant et encore moins sexy. Bref, il ne se voyait absolument pas caresser Margot sous le jet. Lui-même aurait détesté tout geste érotique à son égard durant cet intervalle. On se lave, un point c'est tout, quoi. Lorsqu'il réapparut, Margot était agenouillée devant la table basse du salon, en bois flotté surmonté d'une épaisse plaque de verre. Devant elle étaient alignée l'huile, un ramequin rempli d'un liquide opalescent et des boules de ouate. Elle leva la tête et déclara d'un ton joyeux « Ça va, monsieur ? Parce que moi, je me sens super bien. À part ça, YouTube, c'est génial. Comment nettoyer une toile cradingue à peu de frais, mais en faisant gaffe. Savon de Marseille dans de l'eau à peine tiède et tu frottes délicatement avec un bout de coton. Ensuite, tu rinces à l'aide d'ouate imbibée d'eau claire, puis tu tamponnes avec un chiffon doux pour sécher. Bien sûr, tu fais un test sur la tranche du tableau pour vérifier que la peinture ne risque pas de se barrer, hein. Première étape, le bord, réussi. Je passe à la deuxième. Ouh, j'ai un peu la trouille, pourvu que je n'esquinte rien. Oh chérie, tu es merveilleux, je suis tellement contente. C'est un cadeau magnifique. Je nous prépare un café ? Pas pour moi, merci. Je suis un peu stressée. Je vais y arriver. Je peux le faire, je vais le faire, psalmodia-t-elle en fixant l'œuvre. Alexis Téméré dégusta une tasse d'excellent Kényan acheté la veille. Il se sentait bien, et les effluves du café, fruités et suaves, contribuaient à la satisfaction qui l'envahissait. Il avait l'esprit agréablement vide, serein. L'exclamation de Margot dans le salon le fit sourire. « Il est mignon comme tout, le petit blondinet. Viens voir. Je n'ai pas terminé, mais son visage est nettoyé. » Alexis la rejoignit et se pencha par-dessus son épaule. Le portrait, partiellement débarrassé de décennies de poussière et de suie, l'étonna. Surtout, l'appréciation de Margot le sidéra. L'enfant devait avoir 12 ou 13 ans. Une grande tristesse dans ses yeux plutôt bridés et très bleus se lisait. Il affichait un mince sourire forcé, sans doute encouragé par le peintre, cet Albert M. Une curieuse idée traversa l'esprit d'Alexis. Tant de choses flottaient dans ce regard bleu glacier qui le fixait. Le même bleu que celui de ses propres iris. Un bleu qu'il jugeait froid, parfois intimidant, pas vraiment un plus dans son métier. Pas mal d'études le montrent, nous préférons les yeux marrons parce qu'ils sont pour nous gages de sérieux et de gentillesse, à tort ou à raison. Certes, être un grand brun aux yeux bleus offre un atout en matière de drague, pas lorsqu'on est conseiller en gestion de patrimoine. Au point qu'Alexis avait songé à porter des lentilles colorées. Margot passa une bonne partie de l'après-midi à peaufiner son travail de restauration. Installé dans le petit bureau qu'il partageait, Alexis se connecta à son compte Facebook ouvert sous un pseudo crédible, Arnaud Voisin. Il avait créé une page, Le Banquier Masqué, qui rencontrait un assez joli succès. Il avait quand même plus de 3000 fans, et chacun de ses posts générait pas mal de retours et de questions. Questions qui l'avaient parfois surpris par leur candeur. Il lui arrivait d'illustrer ses interventions d'une courte vidéo rigolote, façon inspecteur Clouseau dans La Panthère Rose, avec col d'imperméable relevé, chapeau rabattu bas sur le front, grosse moustache postiche et les lunettes noires, de sorte qu'on ne puisse pas le reconnaître. Alexis Téméré se servait peu des réseaux sociaux et toujours avec la plus grande prudence. Si un de ses boss découvrait qu'il donnait des conseils afin d'éviter les désavantages de certains produits financiers, produits dont il était par ailleurs censé vanter les mérites auprès de ses clients, c'était la porte directe pour faute professionnelle. L'idée lui était venue un jour où il s'ennuyait. Partager ce qu'il avait fait durant le week-end, sa vie quotidienne, ne l'intéressait pas. En revanche, utiliser ses connaissances professionnelles, lorsqu'il disposait d'une heure par-ci, par-là, en faisant gaffe à ne pas semer d'indices qui permettraient de remonter jusqu'à lui, pouvait se révéler amusant en plus d'être très simple.
Il s'agissait donc de conseils sur le mode comment investir vos sous en fonction de votre profil 101. Certes, pas de décortiquer des mécanismes de produits financiers si complexes que certains banquiers ne les comprenaient même pas. Cours pour les dindons, en ce dimanche. Les frais réels de quelques produits bancaires, souvent plus élevés qu'on ne le croyait. Autant l'avouer, son unique but n'était pas seulement de permettre à des épargnants de maximiser leurs sous. Il éprouvait surtout une sorte de petit plaisir pervers mais gratifiant. Montrer, de façon anonyme, à certains de ses collègues qu'il n'était pas aussi compétent qu'ils le pensaient. D'ailleurs, il recevait parfois aussi des commentaires acerbes de professionnels. Alexis regarda ensuite, casque sur la tête, un film de SF, un genre que Margot n'appréciait pas tellement. Enfin, elle parut satisfaite de ses efforts et lança « C'est pas pour dire, mais je suis bonne. Il est top ce tableau. Une tache sombre sur le mur blanc cassé entre les Dreamcatchers, trop cool. Allez, un petit crochet X et c'est terminé. » Il entendit vaguement les coups de marteau entre les rugissements des vaisseaux spatiaux et les explosions des canons laser, sans oublier les râles répugnants des aliens insectes abattus en plein vol. Les terriens sortiraient vainqueurs haut la main, non qu'il n'en eût jamais douté. Une série B sans prétention, mais qui se tenait. Il ôta son casque et rejoignit Margot dans le salon. Main sur les hanches, elle était plantée au milieu de la pièce et contemplait le résultat de ses efforts, un sourire amusé aux lèvres. « Ça en jette cette antiquité ici, non ?» Ça en jetait. Ça en jetait tellement qu'Alexis ne voyait plus que l'enfant de troupe. Il s'approcha pour le détailler. En effet, il paraissait avoir à peine 12 ans. Son mince visage pâle, triangulaire, faisait ressortir le bleu de son regard. Il avait conservé de l'enfance une petite bouche et un menton fin. Il portait un uniforme bleu marine à la tunique ornée de 2 rangées de boutons dorés. Ses cheveux blonds, coupés très courts, disparaissaient sous un képi mou. De gros brodequins le chaussaient. Il s'appuyait du coude gauche contre une sorte de piédestal à plantes, une pose classique pour l'époque. Il semblait si menu, si fragile, perdu aussi. Une idée surprenante traversa l'esprit d'Alexis. Pourquoi l'avait-on peint ? Parce qu'il était joli ? Parce qu'il s'était distingué dans son école ? Parce que sa famille avait revêtu une importance particulière à un moment ? Mère Courage, père soldat tombé au front ? Margot lâcha. « Tu sais, je pense que ces gamins, souvent des orphelins, au moins de père, n'étaient pas heureux. Ils menaient une vie dure, de ce que j'en sais. Pas grand-chose, en fait. Quelque part, je trouve ça important d'avoir son portrait chez nous. Enfin, il a existé, ce gosse. » Une émotion presque incontrôlable envahit Alexis. Il s'approcha d'elle et la serra contre lui caressant les cheveux. « Et il existe encore, chez nous, » murmura-t-il. Quelques jours plus tard, un vendredi. Alexis Téméré souriait. Et pourtant, il bouillait intérieurement. Installé dans son bureau chic mais sobre de conseiller patrimonial, il écoutait avec une feinte concentration le client assis en face de lui, un certain Laurent Moreau, un 9 millions et des poussières, d'une bonne quarantaine d'années. En dépit de l'antipathie qu'il ressentait pour le type en question, il souhaitait de tout cœur qu'il amasse les quelques centaines de milliers d'euros qui le séparaient de la sacro-sainte limite des 10 millions de patrimoine, à partir de laquelle Guillaume le récupérerait. Qu'on ne s'en méprenne pas, Alexis aimait l'argent et n'éprouvait aucun complexe à ce sujet. Il se sentait à l'aise avec les concepts mathématiques et possédait une excellente mémoire. Il aimait le gagner pour sa banque, pour lui-même ou ses clients. Il aimait le faire travailler, le manipuler et en comprendre tous les rouages. Il pestait assez contre cette mentalité française fréquente qui voit dans les gens riches des profiteurs, des escrocs, des fraudeurs et bien plus rarement des bâtisseurs. À ses yeux, l'argent était avant tout un merveilleux outil de liberté. C'était ne plus avoir peur du lendemain, respirer, pouvoir se lancer dans d'autres projets et surtout ne pas être à la merci des caprices, des ordres des autres. Il appréciait tout particulièrement l'argent gagné, même s'il ne faisait aucun reproche à ceux qui en avaient hérité. Après tout, des parents ou des ancêtres plus lointains avaient construit cette fortune grâce à leurs efforts, leur obstination,
leur intelligence, voire par chance ou sens de l'opportunité, ou opportunisme. Toutefois, Alexis ne révérait pas l'argent, conscient qu'il s'agissait d'une drogue dure et pernicieuse, même s'il avait l'intention de se construire un confortable patrimoine. Sa profession le lui permettrait. Moins hasardeux qu'une start-up, moins chiant et long que 12 années de médecine pour devenir spécialiste en il ne savait trop quoi. Examiner des yeux, des vagins, des rectums, des pustules, des varices, des côlons ou des estomacs lui paraissait peu engageant. De plus, ses parents auraient carrément tiré la tronche, étant donné la longueur des dites études. Il avait donc préparé un master en gestion de patrimoine, en plus de s'envoyer à peu près toutes les jeunes et moins jeunes femmes qui le trouvaient sympathique. De bonnes années. Il l'avait constaté à maintes reprises. L'argent exacerbe pas mal de traits de personnalité, certains élégants, d'autres moins ragoûtants. Un conseiller en gestion de patrimoine se transforme vite en confident pour nombre de ses clients. Un confident soumis au secret professionnel, hormis lorsqu'il soupçonne un blanchiment d'argent. Encore mieux qu'un prêtre, puisque celui-ci rappelle à ses ouailles leur devoir de charité et que le goût du lucre est une porte ouverte sur de graves péchés commis en toute connaissance de cause. Une fois installés dans son bureau, les gens perdaient souvent leur retenue, pour ne pas dire leur pudeur, en évoquant leurs sous. Ces mêmes sous qu'ils cachaient la plupart du temps avec soin, parfois à leurs proches. D'un autre côté, s'ils ne se sentaient pas scrutés, jaugés, jugés en permanence par les autres, et en général à charge, peut-être seraient-ils moins réticents à évoquer leurs biens. Laurent Moreau s'agitait dans son confortable fauteuil. Il demanda de nouveau « Oui, mais bon, si j'achète une quantité assez importante de métaux précieux par votre intermédiaire ou celui d'un marchand ayant pignon sur rue, ça laisse des traces, non ?» Nécessairement. En cas de contrôle, l'administration fiscale cherchera aussi de ce côté-là. Si donc l'argent ayant servi à l'achat n'était pas complètement légal, pas déclaré par exemple, vous risqueriez de gros ennuis. N'oubliez pas, monsieur Moreau, qu'il existe aussi une taxe à la revente. En réalité, il en existe deux, la TMP et la TPV. En fonction des cas, vous pouvez opter pour l'une ou l'autre. Que ce soit à l'achat ou à la revente, l'administration fiscale peut remonter jusqu'à vous si elle vous soupçonne d'une... Il ravala de justesse les termes de fraude ou d'indélicatesse et opta pour omission. L'autre souffla d'exaspération. « C'est dingue! Toujours taxé, taxé !» Alexis se contenta d'un sourire. Moreau reprit. « J'ai entendu dire qu'en Belgique, enfin, il existe des vendeurs privés et discrets. » En effet, toutefois, je ne les connais pas. De plus, dans le cas contraire, et vous le comprendrez, mon métier m'interdirait de vous mettre en relation avec ce genre de personnes. Une soudaine envie de devenir désagréable saisit Alexis Téméré. Suave, il poursuivit toujours d'un ton affable. Si ce type de transaction vous tentait, soyez prudent, monsieur Moreau. Je ne doute pas que certains de ces vendeurs soient d'honnêtes commerçants. Cela étant, des histoires très décourageantes nous reviennent. Du genre, eh bien, ces intermédiaires revendent parfois des métaux volés. Donc, non seulement vous pouvez être jugé coupable de fraude fiscale, mais en plus de recel. L'ardoise devient lourde, hein. Plus futé encore, vous aviez été assez malin pour ne commander qu'une quantité modeste lors de votre première transaction. On ne vous la fait pas, n'est-ce pas, monsieur Moreau? Et vous demandez donc une expertise. Nickel, si je puis dire, de l'or presque pur, à 999,90%, ainsi qu'il doit l'être. Lors de la deuxième, aussi. Rassurez, vous passez une commande beaucoup plus substantielle. Vous ne vous rendrez compte qu'à la revente qu'il s'agit en fait de plaqués or recouvrant un métal vil. Si vous aviez acheté 3-4 lingots d'1 kilo, ça représente une perte conséquente. Dégueulasse, protesta Moreau. Satisfait de lui, Alexis Téméré ne rétorqua pas que, lorsqu'on veut frauder, on prend des risques, et hocha la tête en assentiment. Il avait une bonne idée de la provenance des fonds opaques de son client, qui avait revendu un de ses restaurants parisiens quelques années auparavant, à perte, avait-il affirmé. En réalité, sans doute avec un gros dessous de table. L'âge d'or était terminé pour des gens de sa sorte. Les clients payaient pour la plupart par carte bancaire ou via une appli, et nombre d'entre eux demandaient des factures.
Au fond, pourquoi n'appréciait-il pas ce gars, de façon presque instinctive? Il truandait, mais il n'était pas le seul parmi ses clients. Il était moyennement intelligent, mais avisé et rusé en affaires, en plus de cupide. Là encore, pas une exception. Son embonpoint, avec son bide gras qui retombait sur la ceinture de son pantalon? Non, Alexis se fichait des caractéristiques physiques de ses clients. Deux hypothèses s'imposèrent à lui. Moreau était une sorte d'ectoplasme, une silhouette vaguement humaine. Il n'était qu'une tirelire, un coffre-fort. Jamais, contrairement à ses autres clients, il n'avait mentionné un détail personnel. Un goût, un dégoût, quelque chose d'intime. Il s'agissait donc d'un gros restaurateur qui possédait 3 établissements, dont 2 à Paris. Il était marié, père de 2 enfants, selon sa fiche. Jamais il n'avait évoqué sa famille, son métier, un animal domestique, une passion pour la voile, Louis XIV ou autre, un lieu de vacances, un voyage, etc. Il pénétrait dans le bureau d'Alexis pour parler d'argent, que d'argent. Seconde hypothèse, sa géniardise de magouilleur. Son côté « je truande de tous les côtés, j'essaie de ne rien payer de ce que je dois, je profite au max du système ». Néanmoins, si on n'était pas honnête avec moi, ce serait vraiment très très moche et injuste. Bof, une hypothèse qui n'excluait pas l'autre. Laurent Moreau parti, Alexis s'accorda 1 ou 2 minutes de rêverie avant de sortir le dossier de son prochain rendez-vous. Immédiatement, sans qu'il y pense ni le souhaite, le portrait du jeune enfant de troupe s'imprima dans son cerveau. Il l'avait baptisé Camille, un joli prénom, masculin et féminin, surtout à l'époque. Alexis ne se savait pas particulièrement sentimental, sans pour autant être une brute dépourvue de cœur, loin de là. Or, il aurait pu, ainsi que Margot, continuer à l'appeler le gamin, le gosse, le petit blondinet. Le besoin de nommer l'enfant s'était imposé à lui 2 jours plus tôt. Le prénom Camille avait fusé dans son esprit. Étrange, il ne connaissait aucun homme répondant à ce prénom. Il avait eu 2 Camilles bonnes copines au lycée et à la fac, mais pas de garçon. Qui était Camille, qui ne s'appelait pas ainsi? La sonnerie de son téléphone le fit presque sursauter. L'hôtesse d'accueil l'informait que Madame Gauthier venait d'arriver. Alexis se leva, rajusta sa veste et sa cravate et fonça afin d'accueillir sa cliente. Catherine Gauthier, 76 ans, était une femme frêle, ridée telle une pomme d'hiver. Elle était habillée avec une élégance discrète, sans ostentation, toujours avec des vêtements de qualité. Elle gardait un perpétuel sourire dans le regard. La vie semblait l'amuser, en dépit d'un veuvage survenu 10 ans plus tôt et qu'elle évoquait rarement. Elle baissait alors la tête pour dissimuler les larmes qui lui montaient aux yeux. Alexis en avait conclu, peut-être hâtivement, que les Gauthier avaient formé un couple très uni, d'autant qu'ils étaient restés sans enfants. « Comment allez-vous, cher Alexis ?» demanda-t-elle en s'asseyant. « Bien, fort bien, je vous remercie. Et vous, Madame Gauthier ?»« Bien, je suis venu à pied. » « Oh, à petits pas, hein. L'air est vif, très agréable. Cela m'a donné l'occasion de m'arrêter chez le chocolatier du bout de la rue. Excellent. De vrai chocolat, pas trop sucré. Il faut se faire de menus plaisirs, vous savez, déclara-t-elle en plongeant vers son sac posé contre le pied du fauteuil. Elle poussa devant lui un petit ballotin enrubanné et annonça « Vous allez les adorer !» Il la remercia, touché. On ne lui offrait pas de cadeau. Ses clients partaient du principe qu'il était payé pour leur rendre un service. Réussir à leur faire gagner de l'argent était sa mission. Inutile de montrer son appréciation autrement. Le raisonnement se tenait et pourtant, ce ballotin lui faisait vraiment plaisir. Durant la demi-heure qui suivit, Alexis détailla, tableau à l'appui, toutes les opérations qu'il avait effectuées au profit de sa cliente au cours du semestre écoulé. Elle l'écoutait avec attention. Lorsqu'elle fronçait les sourcils d'incompréhension, il revenait sur ses explications dont elle parut très satisfaite. Il conclut d'un « Avez-vous des questions, Madame Gauthier ? Je suis là pour vous aider. » « Non, Alexis, tout était très clair. Et je vous remercie. »« Et moi, je vous remercie pour cette charmante attention, » déclara-t-il en désignant le ballotin, toujours sur son bureau. « Oh, bien peu de choses. Et puis, profitez-en. À votre âge, les hommes ne prennent pas de poids. Ce qui est très injuste comparé aux femmes, ajouta-t-elle, malicieuse. Faire plaisir aux autres est un de mes bonheurs, enchaîna-t-elle. Enfin, aux gens que j'aime ou que j'apprécie.
La vie est courte, elle passe si vite. Ah, vous êtes encore trop jeune pour le savoir. S'asseoir sur un gros coussin d'argent n'est pas une fin en soi. Mon mari et moi aurions pu devenir encore plus riches. Pourquoi faire? Nous avons toujours vécu très confortablement, même si j'ai la tête bien arrimée sur les épaules. Nous avons parfois aidé des proches en difficulté, et nous n'avons jamais hésité à nous offrir des petits luxes, sans excès. Lorsqu'il est... Elle baissa la tête. Parti, j'ai repensé à nos sorties, nos gueuletons, les canivets qu'il adorait et achetés aux enchères à Drouot. J'en ai tout un paquet. Je ne les vendrai jamais, bien sûr. Les heures passées par ces femmes, c'était surtout des femmes, à sculpter le papier pour le transformer en dentelle, pour 3 sous, et en s'esquintant les yeux. Quelle finesse, quel travail! Ensuite, bien sûr, il y a eu des machines, c'était bien plus simple. D'ailleurs, ce genre de choses n'intéresse plus personne maintenant. Cela sortit sans qu'il réfléchisse. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.